ce soir aux Nouvelles nationales d'APTN. Ça, c'est quand même spécial. Pour la première fois, Le nouveau cabinet de l'Assemblée nationale inclut la première ministre autochtone et des choix de ministres controversés. Une conceptrice métisse au Manitoba a un plan pour sécuriser les alentours de la Rivière-Rouge tout en commémorant les femmes autochtones disparues. Mon premier, Chronique de Kitchké et la Grande Débarque. Une librairie à Wendake offre une grande section de littérature autochtone francophone. Bienvenue aux Nouvelles nationales d'APTN. Je suis Emilia Fournier. Je remplace Chouchane Bacon cette semaine. Québec a dévoilé sa nouvelle équipe de ministres jeudi. C'était une année de début historique, mais c'était aussi une année de deuxième chance controverse qui pourrait affecter l'agenda autochtone de la province. Lindsay Richardson en a plus. Les voici, les 30 ministres de l'Assemblée nationale du Québec. Cette année, assises parmi eux. une membre d'une Première Nation. Ça, c'est quand même spécial. Pour la première fois, Catherine Champagne-Jourdain, une Innu de Ouachette-Macmaniutnam, a marqué l'histoire quand elle a gagné un siège dans l'Assemblée nationale après l'élection provinciale. Lors du remaniement du cabinet, elle a marqué l'histoire de nouveau, cette fois-ci comme la toute première ministre autochtone. Son portefeuille, l'emploi. Je vais faire le bout que je peux faire avec toute la volonté qui m'anime. Legault dit que sa nomination est un geste de bonne foi, une façon de renforcer les relations nation à nation. Mais certains ne sont pas convaincus. On constate qu'il y a qu'il n'y a pas beaucoup de changements au niveau ministériel et je parle principalement des ministères clés. Tandis que Champagne-Jourdain embarque à son premier coup. D'autres ministres ont reçu une deuxième chance. M. Pierre Fitzgibbon. Pierre Fitzgibbon est l'ancien ministre des Finances qui a démissionné en 2021 après avoir été l'objet d'une enquête sur des violations de l'éthique. Il est maintenant le super ministre de l'Économie et de l'Énergie, attisant des craintes que Québec se profite des nouveaux pouvoirs de Fitzgibbon pour pousser le développement des barrages hydroélectriques contre la volonté d'Hydro-Québec et de certaines Premières Nations. Une table ronde sur le développement s'en vient, mais... Malgré que la CAQ parle beaucoup de la relation nation-nation, ne semble pas se refléter de la façon que les Premières Nations s'y attendaient. M. Jean Boulet. Jean Boulet est l'ancien ministre de l'Immigration qui a récemment prétendu que 80% des immigrants ne travaillent pas, ne parlent pas français ou n'adhèrent pas aux valeurs de la société québécoise. Il est maintenant responsable pour la région du nord du Québec, qui inclut les territoires Cris et Inuit, deux régions qui ont des inquiétudes relatives au développement. La grande chef des Cris, Mandy Goldmasty, a établi ses attentes dans une entrevue avec Nouvelles nationales d'APTN suite à l'élection. You really need to establish that relationship. You have to, have that connection. You have to have that dialogue, and you have to really. He has to be prepared to understand that there is a type of development that Indigenous peoples may accept, and there's also a range that they will not accept. Mais agissant comme l'intermédiaire pour un autre terme. Koué-Ségon, Wachia ou le Cout. Et ministre d'Affaires autochtones, Yann Lafrenière, qui donnera priorité à la police, la protection de l'enfance et possiblement une loi pour protéger les langues autochtones. On verra comment les choses évoluent, mais on va très certainement rester alerte, comme on le fait régulièrement, sur les gestes et les actions que posera le gouvernement. L'Assemblée nationale du Québec résume ses travaux parlementaires le 29 novembre. Lindsay Richardson, Nouvelle nationale d'APTN, Montréal. La Rivière-Rouge à Winnipeg est un lieu spirituel pour les Autochtones, mais malheureusement est aussi devenu un scène de crime où les corps de femmes et filles autochtones assassinées ont été retrouvés. Une conceptrice métisse au Manitoba a un plan pour sécuriser cet endroit, tout en commémorant les femmes autochtones disparues. Voici ce que j'ai préparé pour vous. Le paysage a le même pouvoir que l'art à dire une histoire. Désirée Thériault est une conceptrice métisse de Winnipeg. Lors de sa thèse en architecture, elle a été poussée de faire quelque chose de concret pour la crise des femmes et filles autochtones disparues et assassinées. Comme une femme métisse, j'ai beaucoup d'amis, de membres de ma famille, de ma communauté, qui ont disparu. Et c'était quelque chose de très difficile. Puis ça m'a vraiment pris
par cœur. Plusieurs femmes et filles ont été disparues ou retrouvées assassinées le long de la rivière Rouge qui traverse Winnipeg. Elle a donc envisagé une revitalisation du site Alexander Docks, où le corps de Tina Fontaine a été retrouvé en 2014. Le plan inclut un forêt des esprits, un sentier élevé contre les inondations et un feu sacré qui sera allumé à chaque fois qu'une femme autochtone disparaisse. The smoke of the sacred fire would not only alert everyone, but it would also mask the Human Rights Museum, because not only is it another stolen sister, but it is masking how the human rights, masking the rights of many Indigenous women that are still going missing. Thériault dit que les appels à l'action de la Commission de la vérité et de la réconciliation parlent beaucoup de comment l'art peut apporter la reconnaissance au sujet de l'assassinat et la disparition des femmes autochtones, mais manque l'aspect de l'architecture. Il y a aussi la reconnaissance spatiale, sur comment on peut faire certain qu'il y a des architectes, des plans de sécurité autour de la rivière qui peut apporter la reconnaissance, et non seulement la sécurité, mais aussi le souvenir de l'esprit des femmes autochtones. Et ce n'est pas juste des gestes symboliques. Le plan de Thériault inclut aussi des mesures de sécurité, telles qu'une amélioration de l'éclairage et la visibilité autour de la rivière. Thériault a consulté et collaboré avec des membres de famille des femmes et filles disparues et assassinées, comme Bernadette Smith, un membre du Parlement provincial et la sœur d'une femme qui a disparu à Winnipeg il y a plus de 14 ans. The red has been, somewhere that people they're not feeling the same kind of connection to that water as Indigenous people are, unfortunately, and they are putting people in there to hide evidence. Elle dit que le projet de Thériault serait un outil pour les Autochtones de réclamer la rivière. Groups still go to that space. And tourists come from all over Canada. And I think it's going to start a conversation as well as educate, people on the realities of what Indigenous people face. Being discarded like they're nothing, right? Being thrown into the Red River like they're garbage. Thériault a proposé son plan à la ville de Winnipeg par courriel et un représentant a dit que ce projet est en ligne avec leur projet de revitalisation du centre-ville, mais des plans concrets n'ont pas encore été mis en place. The only way that things are going to shift and change around the high violence against Indigenous women, girls, and Two-Spirit is us as humanity changing the way that we treat and care for one another. And this is certainly a project from the heart from Desiree, and she's, helping the families along their healing journey. Emilia Fournier, Nouvelle nationale d'APTN, Winnipeg. Le comité sénatorial des peuples autochtones continue d'examiner les effets de la loi sur le cannabis sur les Premières Nations. Cela fait 4 ans que la marijuana est devenue légale au Canada. La Chambre haute a entendu des représentants de 2 Premières Nations pour parler de leurs difficultés. Le chef Darcy Gray de la Première Nation Mi'kmaq de l'Estigouche et Dwayne Nashkawa de la Première Nation de Nipissing ont discuté de défis semblables. Pour ce qui est de la reconnaissance de la compétence des Premières Nations, c'est une lutte touchant les affaires. Selon le sénateur David Arnault, d'anciens témoins ont dit que le racisme systémique et institutionnel nuit à leur bilan. Le chef Gray est d'accord. That's been our experience, and not specific just to this industry, but just about any industry where it becomes a jurisdictional battle, or if we go out and say want to participate, increase our participation in forestry or natural resources or fisheries or whatever it may be, the intervention may not be to deny us that right or access, but the market gets shut down or it gets deemed illegal. Au retour, une librairie à Wendake offre une grande section de littérature autochtone francophone. Restez là. Bienvenue aux Nouvelles nationales d'APTN.
Un comité sénatorial étudie le cadre de prévention du suicide du gouvernement fédéral. Le sénateur Patrick Brazeau a été le premier témoin à prendre la parole devant le comité. M. Brazeau, qui est membre de la nation Anishinaabe, a parlé de son expérience personnelle. Il a fait 2 tentatives de suicide, mais il est sobre depuis 2 ans et demi. Patrick Brazeau affirme que c'est un sujet qui doit être abordé. Il a expliqué au sénateur que le cadre doit être repensé et que l'accent doit être mis sur la création de programmes de prévention plus efficaces pour les hommes et les garçons. You know, those rehab facilities, once you get in there, the owners, it's a business. You know, they tell you, well, the success rate is 2%. 2%. So why in the heck would the justice system send people to these places when really it's just it's just number in, number out, and people, people go back in, people go back out, but nothing is being done. 2%. So I say that, but I'm one of the lucky ones. I'm one of the lucky ones that made it, and I count my blessings every day. Face à une blessure menaçante à sa carrière, Carey Price a tenu une conférence de presse aujourd'hui. Voici ce que la légende des Canadiens de Montréal et membre de la Première Nation Ulkatcho avait à dire. Take it step by step. I don't have like a plan to retire right at this moment. I'm just trying to, right now, my goal is to just be pain-free from day to day. I'm still having some issues getting up and down stairs, and, carrying my kids up and down stairs is difficult. So my first priority is just to get my body in a place to where I'm pain-free in my day-to-day living and go from there. Nous vous invitons à nous suivre sur les réseaux sociaux. Vos commentaires, questions et suggestions sont les bienvenus. Pour nous joindre par courriel, l'adresse est le info, nouvelle au pluriel, @aptn.ca. Retrouvez-nous sur Facebook au @nouvelle au pluriel, aptn, en un mot, et sur Twitter, @nouvelle au pluriel, aptn. La Fédération métisse du Manitoba affirme négocier actuellement ce qu'elle appelle un traité moderne avec le gouvernement fédéral. David Chartrand est le président de l'organisme depuis longtemps. Pendant la récente Assemblée générale annuelle tenue à Winnipeg, M. Chartrand affirme que le traité sera approuvé d'ici l'an prochain. L'une des questions à l'ordre du jour est la fiscalité. Pertaining to matters, i.e. like taxation, we'll work out how does that look to the Métis Nation? Where do we fit in to the taxation world of Canada? Is there to be exemptions, or will they be return revenue from the taxation that our Métis pay? How will we work that's the dialogue that's happening right now. So the treaty is going to have a very big impact in Canada. It's to be the first ever modern-day Métis treaty of its kind. La librairie Hananorak est une librairie pas comme les autres. Elle se trouve à une Première Nation et elle offre une grande section de littérature autochtone francophone. Elle rejoint autant une clientèle autochtone qu'allochtone. Voici un reportage de Shushan Bacon. Mon premier, Chronique de Kitchké et la Grande Débarque. Ça, c'est le deuxième de la série, Éveil à Kitchké. C'est une série, mais les aventures peuvent être lues indépendamment aussi. Pour l'auteur Wendat, Louis-Carl Picard-Sioui, c'est pratico-pratique d'avoir le lancement de son livre dans sa librairie locale, qui se trouve également être son éditeur. Mes personnages souhaitaient continuer à vivre et qu'il y avait tellement d'autres histoires à raconter dans ce carré de sable-là que j'avais créé. Et d'ailleurs, j'ai d'autres histoires qui s'en viennent après Éveil à Kitchké. La littérature autochtone francophone au Québec est plus que vivante. Avant sa dépression, ma mère me disait souvent qu'il n'y a rien de plus épeurant pour les gens en position d'autorité qu'une Indienne compétente qui ne se gêne pas pour le démontrer. La preuve se trouve ici, à Wendake, avec la librairie Hananorak. Ses propriétaires sont Wendat. On a de la poésie, on a des romans, on a du théâtre. On est rendu avec tout ce qui n'existait pas il y a 13 ans quand j'ai ouvert. Daniel Sioui, copropriétaire de la librairie et des éditions Hananorak, affirme qu'il y a 2 autres librairies similaires à la sienne au Canada. Étant une librairie générale, elle offre une grande section de littérature autochtone francophone. Tout a commencé comme librairie, puis un an et demi après, qu'on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas grand livre qui était écrit par des auteurs des Premières Nations, ni
qui s'adressait aux Premières Nations du Québec. On a décidé de partir une maison d'édition en même temps. Selon Sioui, il y a 20 auteurs autochtones francophones au Québec. Comme éditeur, il cherche à découvrir ces auteurs autochtones anglophones puisqu'il publie également des traductions de romans. Sa dernière publication, Les poules des prairies de Dan Dumont. C'est parfait, c'est léger, c'est drôle, c'est touchant. Dan est parfaite pour écrire le personnage. Je pense que c'est le livre que j'aurais aimé lire quand j'étais jeune. Pour l'instant, le rêve de Daniel Sioui est réussi. Mais il n'est pas prêt à s'arrêter là. Il espère bientôt vendre des livres dans d'autres communautés de la province pour motiver les jeunes à la lecture, pour les inspirer à écrire leur histoire eux-mêmes. Yawandara. Il a été longtemps utilisé dans la communauté ici à l'école primaire. Il l'utilisait pour le français, mais en même temps, en 6e année, là, pour la culture Wendat. Shushan Bacon, nouvelle nationale d'APTN, Wendake. Au retour, en entrevue, Virginie Campagne d'Oxfam Québec nous parle de comment les banques au Canada sont parmi les plus grands pollueurs au monde. Restez là. Bienvenue aux Nouvelles nationales d'APTN. La semaine passée, j'ai parlé à Virginie Campagne d'Oxfam Québec. Elle nous parle du nouveau rapport d'Oxfam qui a dévoilé que les institutions financières du Canada échouent dans leur promesse de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Bonjour Virginie, pouvez-vous m'expliquer comment que Oxfam a calculé que les 8 institutions bancaires les plus grandes au Canada sont le 5e plus grand émetteur de gaz à effet de serre? En fait, je vais commencer par expliquer un peu qu'est-ce qu'on calcule dans le rapport, en fait. La chose qu'on s'est vraiment demandé quand on parle de projets polluants dans le monde, quand on parle au Canada, on pense souvent aux compagnies pétrolières, on pense souvent au secteur du transport, mais on se pose rarement la question qui finance ces projets-là ou qui commandite ces projets-là. Puis en fait, ces projets-là, bien en fait, ce sont nos banques canadiennes notamment, avec notre épargne, avec nos REER. Donc, nous, ce qu'on a voulu faire, c'est calculer les émissions financées. Les émissions financées, qu'est-ce que c'est, grosso modo? Bien, nous, on place, par exemple, notre épargne, notre REER dans des banques, des institutions financières, puis celles-ci vont, à leur tour, soit octroyer des prêts à des projets, soit octroyer des prêts à des entreprises ou encore faire de la spéculation boursière. Donc, nous, notre rapport calcule vraiment les émissions qui polluent en lien avec ces projets-là. Donc, c'est quoi la pollution qui est liée au projet que notre épargne finance? Donc, quand on a calculé tout ça, ce qui se passe, en fait, c'est que notre épargne, oui, finance des projets au Canada, mais finance aussi des projets à l'extérieur des frontières. Donc, c'est pour ça qu'on est arrivé à la conclusion que les institutions financières, les institutions bancaires finançaient 2,6 fois les émissions carbone du Canada. Donc, si c'était un pays, il serait le 5e plus grand émetteur. Wow, c'est vraiment comme impressionnant. C'est vraiment impressionnant. C'est vraiment impressionnant. Puis, en fait, l'idée, c'est vraiment... Ce sont des données inédites. On n'avait jamais compris l'ampleur du problème jusqu'à aujourd'hui de dire de la part de la responsabilité du secteur bancaire dans les projets polluants, dans la pollution, dans l'empreinte carbone du Canada. Donc maintenant, on est capable de nommer, de chiffrer c'est quoi l'impact de ce secteur-là dans notre empreinte carbone. Et tout le monde doit utiliser une institution bancaire maintenant, ces jours-ci. Alors, comment est-ce que les individus peuvent aider à cette cause? Je pense que c'est un peu ça que notre rapport veut mettre en lumière. En ce moment, il y a beaucoup d'opacité, il manque de transparence dans les pratiques des banques. Donc, par exemple, si je souscris à un fonds vert ou un fonds durable, bien, je ne sais pas exactement qu'est-ce qui est dans mon fonds vert ou mon fonds durable. On a eu des exemples où les gens avaient un fonds vert ou un fonds durable, puis en fait, le financement qui était octroyé permettait à une compagnie pétrolière d'acheter une autre compagnie pétrolière. Donc, je pense qu'on est très, très loin de la volonté des gens de vouloir avoir des fonds verts, des fonds durables. Donc, en ce moment, nous, le rapport, ce qui dénonce, c'est vraiment le fait que les banques ne sont pas tenues de divulguer leur empreinte carbone. Il manque de transparence par rapport aux fonds verts, aux fonds durables. Et elles nous disent qu'elles vont atteindre la carboneutralité, mais elles n'ont toujours pas de plan pour ça. Donc, ce que les gens peuvent faire, d'une part, c'est dénoncer ces pratiques-là. Donc, nous, on appelle le gouvernement à faire une meilleure réglementation des banques pour que les banques soient obligées d'avoir plus de transparence par rapport à ces pratiques-là. Donc, ça, c'est la première étape. Puis, évidemment, bien, on invite les gens à prendre connaissance de notre rapport, à regarder comment les institutions financières, comment les institutions bancaires se classent, les banques se classent l'une par rapport à l'autre.
toutes les banques ont du travail à faire, mais c'est sûr que le rapport nous permet quand même de voir où chacune a du travail puis où chacune a fait des points positifs. Et les Autochtones ils sont affectés de façon disproportionnelle par le changement climatique et aussi ils mènent le mouvement environnemental. Donc, quels sont les impacts, pensez-vous, de ce rapport sur les Autochtones? Quelles sont les implications? En fait, puis ça, c'est très vrai. Dans le monde, on parle beaucoup de la justice climatique ou de l'injustice climatique. Les populations les plus pauvres, les populations marginalisées, qui sont les populations qui ont le moins contribué au changement climatique, sont celles qui, aujourd'hui, en paient le plus grand prix. Ce sont souvent des populations qui ont un rapport à l'environnement qui est très, très important aussi. Pour certaines personnes, de la destruction de l'environnement, ça peut dire, ah, bien, il y a un parc où je ne pourrais plus aller promener mon chien dans ce parc-là, il faut que j'aille dans un autre parc. Mais pour certaines communautés, c'est leur moyen de subsistance, c'est leur nourriture, c'est leur identité, c'est leur culture. Donc, c'est très, très important de protéger l'environnement dans ce sens-là pour ces populations-là. L'impact de notre rapport, je dirais, pour ces populations-là, et en fait toutes les populations qui sont touchées par les changements climatiques, mais surtout au Canada, c'est pour la première fois de nommer un problème, de le chiffrer. Donc, on n'avait pas de données pour comprendre l'impact que les banques pouvaient avoir dans les projets polluants au Canada. Donc, pour la première fois, on nomme l'ampleur de ce problème-là. Puis, on donne aussi des solutions. Nous, de notre côté, on donne les solutions de la régulation des banques parce qu'on veut que les banques aient des pratiques qui soient plus transparentes. Donc, je dirais que c'est comme un premier pas pour nommer le problème, pour provoquer la discussion, provoquer le débat dans ce sens-là. Parfait. Et je sais que les recommandations touchent surtout aux institutions puis à la législation aussi. Mais je me demande pourquoi il n'y a pas de mention des Autochtones dans le rapport, il n'y a pas de mention de la gérance des terres par les Autochtones qui est recommandée par le IPCC. Alors, je me demande pourquoi il y a cette lacune un peu dans le rapport. En fait, je dirais que c'est vraiment un premier pas qu'on voulait faire. On voulait vraiment, comme je dis, nommer le problème. On voulait le mettre à grande échelle. On voulait, parce que oui, ces projets-là, toute la pollution puis les projets polluants ont un impact. Nous, notre rapport se limite à chiffrer l'impact sur l'environnement, mais ces projets-là ont aussi un impact humain qui est très grand. Puis on est absolument d'accord qu'on a fait une première étape, mais on reconnaît aussi que partout dans le monde, en fait, comme je disais, les populations au Canada, ce sont les populations autochtones. Ailleurs dans le monde, ce sont aussi d'autres populations qui sont touchées de façon démesurée par les changements climatiques. Et ce ne sont pas les personnes qui sont à la table non plus des discussions. Donc, elles vivent des problématiques dont personne n'est au courant. Ce ne sont pas eux qui sont là pour prendre les décisions. Donc, premièrement, on ne peut même pas nommer ces problèmes-là parce qu'autour de la table, les gens ne connaissent pas ces problèmes-là. Et puis, pourtant, ce sont aussi ces gens-là, ces communautés-là, ces populations-là sont vraiment porteurs de solutions. Puis, il faut que ces solutions-là soient amenées. En ce moment, on a une économie qui fonctionne pour une poignée de personnes. Les richesses sont concentrées vers une poignée de personnes, une poignée de compagnies. Le pouvoir est concentré entre les mains d'une poignée de personnes, une poignée de compagnies. Et cette économie-là ne fonctionne pas pour la planète, ne fonctionne pas pour les gens. Elle fonctionne pour ces personnes-là. Donc, nous, ce qu'on souhaite, c'est commencer par mettre en lumière les enjeux de tout ce système-là qui touche, oui, les communautés autochtones, qui peuvent toucher aussi d'autres communautés. Merci beaucoup. C'est tout pour moi. Merci. C'est un plaisir. Merci, merci. C'est ce qui conclut le bulletin de Nouvelles nationales d'APTN. Je suis Emilia Fournier. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Prenez soin de vous et à la prochaine.